François Legault. On se retrouve lundi. Merci. Bonne fin de semaine à vous quatre. Bye. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. La situation de la pandémie, un peu partout dans le monde, ça peut être angoissant. On peut se demander, est-ce que ce qui arrive en Europe, aux États-Unis, c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines au Québec. Donc, je comprends que la situation, là, pour bien du monde, est un peu angoissante. Quand on regarde aux États-Unis, c'est un peu exponentiel. Les États qui sont proches de nous autres puis qui ont des grandes villes, bien, on voit Massachusetts qui inclut Boston hier, 2600 nouveaux cas. Puis c'est un État qui est plus petit que le Québec. Le Michigan qui est à peine plus gros que le Québec avec Détroit, 6600 nouveaux cas hier. Illinois qui inclut Chicago, 12 600 cas hier. Si on regarde la situation dans les hospitalisations, c'est un peu la même chose, là. C'est exponentiel. Si vous preniez, par exemple, le Michigan, en 3 semaines, le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID a triplé en 3 semaines. Et aux États-Unis, quand on regarde l'ensemble du portrait, là, évidemment, il y a des États que ça va mieux et des États que ça va plus mal, mais en moyenne, aux États-Unis, toute proportion gardée, il y a 2 fois plus d'hospitalisation qu'au Québec. Fait qu'évidemment, la question que je discute avec le ministre de la Santé, c'est serait-on capable d'un matin d'absorber 2 fois plus de patients COVID? Ce serait difficile, puis ça amènerait à reporter certaines chirurgies. Quand on regarde du côté de l'Europe, en particulier en France, c'est encore plus dramatique, là. Hier, en France, il y avait 32 000 personnes hospitalisées. 32 000 personnes hospitalisées. C'est comme si nous autres, on en avait 4 000 au lieu de 500. C'est 7 fois plus que nous autres. C'est clair, là, que le Québec pourrait pas, avec son réseau de la santé, supporter 7 fois plus de personnes, 7 fois plus de patients COVID dans ses hôpitaux. Bon, on a souvent parlé du mystère de l'Ontario. Par contre, on a vu hier le maire de Toronto annoncer la fermeture des restaurants et des gyms pour les 28 prochains jours. Donc, voilà que la situation est inquiétante, est angoissante. Par contre, si on se compare avec les États-Unis et l'Europe, ça va mieux au Québec. Donc, pour ça, je veux tout de suite remercier les Québécois. C'est parce que les Québécois ont fait plus attention que les gens, entre autres, à Boston, à Détroit, à Chicago, à Paris. Donc, bravo aux Québécois. Mais en même temps, il n'y a rien de garanti pour la semaine prochaine, pour dans 2 semaines, parce que c'est le même virus qui se promène partout. Puis à chaque jour, moi, je me dis, une chance qu'on a pris des mesures, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore plus prudent? Parce que je pense que comme premier ministre du Québec, j'ai le devoir de protéger la population, donc de sauver des vies, de sauver notre réseau de la santé. Mais je vous cacherai pas, là, on a été transparent depuis le mois de mars, que les prochaines semaines vont être tough pour les Québécois. On voit aussi que la situation se détériore, entre autres, dans nos écoles. On a maintenant 1174 classes qui sont fermées, mais quand on regarde la tendance, depuis 2 jours, on a fermé 324 classes de plus en 2 jours. Donc, il y a une situation là, qui est inquiétante, mais en même temps, je veux être bien clair, là, puis apporter une précision concernant la ventilation, là. Bon, d'abord, nous, depuis le début, on a toujours suivi les recommandations du Dr Arruda puis de la santé publique. Il n'y a pas, en tout cas selon la santé publique, d'indication que ces cas-là, en tout cas la majorité de ces cas-là, qui seraient reliés à des problèmes de ventilation. Donc, pour l'instant,
la recommandation qu'on avait eue il y a quelques mois et puis qu'on continue d'avoir de la santé publique, c'est de s'assurer de bien faire l'entretien des systèmes de ventilation dans les écoles. Donc, pour être bien clair, là, la santé publique nous a pas dit ça prend une évaluation de la qualité de l'air dans chaque classe ou ça prend un purificateur dans chaque école. Là, on n'a pas eu ces recommandations-là. Par contre, le ministre de la Santé a demandé au Dr Arruda de réévaluer la situation avec des experts de l'extérieur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de modification de la part de la santé publique par rapport aux recommandations qu'on a eues depuis l'été passé. Par contre, au-delà de la qualité de l'air puis de la ventilation dans les écoles, je viens de le dire, 324 classes de plus de fermées en 2 jours, c'est inquiétant. Donc, c'est pour ça, ce que vous avez vu dans un média aujourd'hui, j'ai demandé qu'on regarde la possibilité de fermer les écoles pour une période bien définie, là. Pas de façon prolongée, mais pour une période bien définie. C'est sûr que, je vais être très candide et puis transparent avec vous, j'aurais préféré que la discussion soit terminée puis qu'on ait une conclusion avant que ça sorte dans un média, mais malheureusement, il y a eu une fuite non souhaitée dans un média aujourd'hui, mais je garde la même position, c'est-à-dire les derniers endroits qu'on veut fermer, ce sont les écoles, parce qu'on a des enfants qui ont déjà manqué plusieurs semaines d'école au printemps. Bon, évidemment, on va avoir dans les prochains jours des discussions avec les syndicats pour voir s'il y aurait une possibilité de prolonger les cours au mois de juin, peut-être même juillet, si on fermait les écoles pour une certaine période, là. Mais pour moi, ça reste la dernière solution. Mais actuellement, quand on regarde la situation, bien, il ne faut pas exclure aucune solution. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça avec la santé publique. Il n'y a pas de décision de prise, là. Puis bon, malheureusement, c'est dans les médias. Puis je vous confirme, c'est vrai qu'on est en train de regarder cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Puis on n'a pas décidé exactement pour quelle période on voudrait le faire. Donc, je conclue en vous disant... on a une deuxième vague là, mondiale qui est très, très forte. Et puis, on a une deuxième bataille à livrer. Puis là, on est comme dans la période critique. Les prochaines semaines vont être critiques. Donc, j'ai besoin de l'appui de tous les Québécois. Je compte sur vous, puis je vous remercie à l'avance. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun, chacune. Nous constatons que la deuxième vague est fort puissante ailleurs dans le monde. Pour l'instant, elle est moins forte ici qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Europe encore. Et ça, c'est grâce à tous les efforts que vous avez déployés. Alors, j'aimerais remercier tous les Québécois et toutes les Québécoises des efforts consentis. Il nous faut néanmoins faire preuve de prudence. C'est le même virus qu'auparavant, et nous voyons que les chiffres commencent à augmenter. Il nous faut protéger notre système de la santé, et il nous faut le faire afin de pouvoir traiter chaque personne atteinte et ainsi sauver des vies. Donc, les semaines à venir vont être difficiles. Nous devrons fermer quelques salles de classe, ce qui a déjà été fait. Les autorités sanitaires nous disent qu'il n'y a aucune indication que la transmission est liée à un problème de ventilation. Et nous suivons leurs directives à cet égard. Mais nous leur demandons de réévaluer leur position avec d'autres experts. Cela étant, les écoles sont un endroit de transmission et c'est pourquoi nous évaluons la possibilité de fermer les écoles pendant une période de temps limitée.
Comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment en dernier recours. Les enfants ont déjà perdu tant de jours de scolarité au printemps dernier, mais il nous faut tenir compte de toutes les options afin de casser le dos à cette vague. Donc, avec cette deuxième déferlante, nous avons un deuxième combat à livrer contre le virus et je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Ici, nous allons amorcer la période des questions avec Valérie Gamache de Radio-Canada. Je veux juste bien comprendre, quand vous dites, pour ce qui est des écoles, de fermer un moment, est-ce que vous parlez du temps des fêtes à ce moment-ci? Est-ce que ce serait de prolonger? Est-ce que vous confirmez que c'est à ce moment-là que vous voudriez fermer les écoles? Oui, mais en même temps, bon, est-ce qu'on devance? Est-ce qu'on allonge vers la fin? Là, on doit briser la vague. Évidemment, on va suivre ce qui se passe dans les données au cours des prochains jours, mais par exemple, fermer les écoles pour un mois, incluant le temps des fêtes, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, c'est ce qu'on regarde actuellement. Puis on sait que les deux endroits où il y a le plus d'éclosions, c'est les entreprises puis c'est les écoles. Donc, on regarde toutes sortes de possibilités actuellement. Il n'y a rien de décidé. C'est pour ça que, je vous avoue, j'étais un petit peu en maudit ce matin de voir ça dans les médias. Mais ça fait partie des scénarios qu'on regarde. On est à 1300 cas. Les hospitalisations augmentent. Les décès augmentent. On regarde ce qui se passe ailleurs. Je pense que ça serait irresponsable qu'on ne regarde pas toutes sortes de scénarios. Mais je préférerais vous dire ce qu'on va faire quand on va avoir décidé ce qu'on va faire. Avec justement 1300 cas, avec le fait que ça augmente, est-ce que c'est pas... puis vous en avez parlé souvent qu'à Noël, vous aimeriez peut-être ça, de donner un break aux familles. Est-ce qu'à ce moment-ci, c'est pas risqué de donner cette espèce d'allègement-là, si jamais c'est encore dans vos cartons à Noël? Oui. Bien, ça dépend. Quand je regarde, là, puis je suis ça là, au jour le jour, la plupart des États, là, même les États qui sont très affectés aux États-Unis, ils permettent un petit peu de visite à la maison. Donc, est-ce qu'à partir du 23 novembre ou pour le temps des fêtes, comme je le disais la semaine passée, est-ce qu'on pourrait permettre à une personne, mettons un étudiant, une étudiante qui habite chez ses parents, de voir un, deux amis? Ça fait partie des choses qu'on regarde, mais ce qu'il faut éviter, c'est les rassemblements. Et puis, ça vient confirmer, l'étude de Stanford là, vient confirmer, les restaurants, les gyms, ça a été prouvé, démontré que c'est des lieux de rassemblement qui ont créé des grosses éclosions. Donc ça, on ne regarde pas pour les réouvrir. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur Legault. Vous avez dit, en parlant des écoles, que dans la majorité des cas, vous n'avez pas l'indication que ce serait lié à un problème de ventilation. La majorité des cas, est-ce que vous avez des cas où le problème en cause est la ventilation? Premièrement, il faut comprendre que l'OMS le dit, là, on reconnaît qu'il peut y avoir certaines situations où il y a de la transmission, mais c'est très rare. C'est véritablement les autres mesures. C'est des grosses gouttelettes, c'est à courte distance, puis il faut porter le masque puis laver les mains. Mais on n'a pas de documentation nécessairement actuellement là, de situation particulière dans une école au Québec où il y a eu transmission par manque de ventilation. On a toujours eu des situations où on pense que la transmission s'est faite dans le contexte de contact entre les personnes. C'est ce que je peux répondre actuellement. Très bien. Et toujours sur la ventilation, hier, M. Dubé, vous avez dit que le plan concernant la ventilation aurait dû être fait cet été. Vous avez admis ça. M. Legault, est-ce que vous partagez l'opinion de votre ministre de la Santé là-dessus? Je vais laisser mon ministre Mais est-ce que vous préciser partagez... sa pensée. OK, très bien. Mais ensuite, est-ce que vous nous direz si vous partagez son opinion? Alors, pour être clair, là, je pense qu'il faut écouter l'ensemble de l'entrevue que j'ai donnée et non seulement une phrase, là, parce que je pense que c'est très clair ce que j'ai dit, puis je vais le répéter clairement aujourd'hui. Ce que j'ai dit, c'est que dans un contexte où les changements ont été importants dans les derniers mois par rapport aux différentes expertises qui sont sorties, et notamment avec l'OMS qui a pris une position différente au cours des dernières semaines, là, pas des derniers mois, par rapport à la contamination aérienne. Alors, si aujourd'hui, j'ai mis plusieurs « si » dans ma phrase, lors de l'entrevue hier, j'ai dit c'est très facile de dire aujourd'hui
que si la contamination aérienne s'avère un élément déterminant comme un des éléments déterminants, bien effectivement, on aurait dû faire des choses. Mais encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas, n'a pas été prouvé, ça n'a pas été prouvé, et c'est pour ça que le premier ministre a dit tout à l'heure, assurons-nous, puis c'est ça que j'ai demandé à la santé publique, de dire, à la lumière des nouvelles informations qu'on a de l'OMS, est-ce que c'est nécessaire de de mettre à jour l'opinion pour s'assurer que si la contamination aérienne est un facteur déterminant, on va poser des gestes. C'est le premier point. Le deuxième point, pour être très clair, c'est que ça ne nous a pas empêchés, notamment en éducation, comme dans la santé, depuis le mois de mai, de faire, puis ça faisait partie de notre plan de la deuxième vague aussi, de demander à nos gestionnaires, autant en éducation qu'en santé, de faire le ménage des filtres, de s'assurer que les systèmes... Alors, je veux juste vous dire que la réponse que j'ai donnée hier, elle est la même que je vous donne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des experts. On va continuer à se fier aux experts. Puis en ce moment, c'est pour ça qu'on a demandé une mise à jour. Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. Je reviens sur la possibilité d'allonger les vacances de Noël pour les élèves, pour ceux qui vont à l'école. Je comprends que votre idée n'est pas faite encore, là, mais en ce moment, il y a probablement beaucoup de parents qui sont très inquiets de la décision qui va être prise parce qu'ils doivent planifier, doivent savoir s'ils doivent prendre des vacances, s'ils doivent être en télétravail. Donc, est-ce que vous pouvez les rassurer et votre décision, elle va être prise quand? Bien, écoutez, là, on a vu depuis quelques jours, le nombre de cas est passé de 1000 à 1300. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ça change à chaque jour. On pensait encore, il y a quelques semaines, qu'on serait capable de casser la vague avec les mesures qu'on avait. Là, il semble qu'en tout cas, on n'a pas réussi à la diminuer, ça c'est certain. Donc, on va continuer d'avoir des discussions, puis on va essayer, évidemment, de prévenir les parents le plus longtemps à l'avance si c'est la décision qu'on prend. C'est pour ça que j'aurais préféré que ça ne sorte pas d'un média, mais bon. C'est une question pour nos collègues au Saguenay, là, parce que la situation est vraiment pas drôle. En ce moment, au Saguenay, il y a des records de cas. Et le CIUS a décidé de réduire l'accès aux tests. Là. Il y a un problème avec les tests de dépistage. Il faut y aller avec rendez-vous. Ça prend 15 minutes, puis il n'y a plus de rendez-vous disponibles. Les gens ne peuvent pas aller se faire tester. Pourquoi cette décision-là a été prise? Est-ce qu'on va ajouter une clinique de dépistage? Qu'est-ce qu'on fait au Saguenay? Moi aussi, j'ai pris connaissance de ça parce que quand j'étais au Saguenay lundi, j'ai discuté justement est-ce que les gens avaient besoin d'aide. J'ai parlé avec la PDG là-bas pour s'assurer qu'on avait autant au niveau du dépistage que du traçage, qu'on allait leur donner du support, ce qu'on a déjà envoyé. Alors, j'étais un peu surpris de ça, mais par contre, ce que je vais faire, je vais continuer de vérifier parce qu'on a donné à la direction, à la responsable, la PDG là-bas, de lui donner le maximum de personnes. On a déjà envoyé des gens, je le répète, là, en traçage, en dépistage, qui viennent de Chaudière-Appalaches, parce que justement, la situation est meilleure depuis quelques semaines. Alors, je vais juste m'assurer que les gens ont accès à tout le dépistage nécessaire. Alors, je vais le faire dans les prochaines heures, parce que j'avais pas cette information-là, moi, qu'on faisait une restriction du dépistage. Ça me surprend un peu, puisque je vais m'assurer que le personnel est là, parce qu'on l'a offert, puis on nous a dit que pour le moment, il n'y avait pas d'enjeu. Alors, je veux juste comparer les notes que vous avez et les miennes. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. Pourquoi vous envisagez pas, une solution avec des demi-classes où on alterne le présentiel, comme on dit, et les classes en virtuel? Est-ce que ça, c'est une option qui est encore possible? Bien, écoutez, d'abord, on n'a pas de grand surplus d'enseignants, comme vous le savez, là. Donc, si on divise les classes en deux, puis qu'il y en a une partie qui est faite à la maison, puis une partie qui est faite en classe, il nous manquerait d'enseignants pour être capable de faire ça. Je pense que rendu à la fin du secondaire, les jeunes peuvent être un peu plus autonomes puis étudier par eux-mêmes, là, mais je pense que pour les plus jeunes, ce serait difficile. Puis, mon autre question, je la lance un peu à la blague, mais en même temps, je suis certaine qu'il y a des parents qui se posent la question.
Si c'est bel et bien envisagé de faire des parties de Noël avec deux foyers différents, comment les parents vont faire pour choisir? Vous, M. Arruda, vous avez 3 enfants, par exemple. Lequel des 3 vous allez choisir pour fêter Noël? Le choix de Sophie. J'espère jamais en arriver à ça. Mais essentiellement, il faut voir qu'on n'a pas terminé nos discussions. On est en train de regarder tous les scénarios, voir les situations. Quel effet a, par exemple, dans une famille de 5 ou 6 personnes. Fait que je pense qu'actuellement, là, il serait trop tôt pour vous dire, de vous donner l'information précise parce que les discussions ne sont pas terminées. C'est une option, les 2 foyers. Ben oui, mais là, faut-il définir qu'est-ce que sont les foyers, puis qu'est-ce que sont le nombre de personnes, est-ce qu'on va diviser? Parce que ce qui est très important, là, je pense que le premier ministre a dit, c'est les rassemblements. Puis c'est l'incapacité de retracer là, les grandes personnes. Tu sais, vous avez un rassemblement avec des gens qui viennent de partout au Québec. Là. Alors là, on va essayer d'arriver à trouver ce qu'on appelle un Noël familial, adapté, puis en santé. Puis qui va nous permettre de rester en santé. Un Noël familial, adapté, puis en santé. Puis là, on est en train de peaufiner parce que le diable est toujours dans les détails. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Je reviens sur la question de ma collègue tout à l'heure. Monsieur Legault, vous n'avez pas répondu, mais c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants de 6 ans, 8 ans? Peut-être certainement une semaine, si on compte le mois là, dont vous parlez. Donc, les enfants finiraient une semaine avant, recommenceraient une semaine plus tard. On fait quoi avec des enfants de 6 ans, 8 ans? Si on est infirmière, il faut s'en aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les confie à nos grands-parents. Hein? C'est le réflexe de tout parent. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Vous étiez là au printemps. On a eu le même dilemme à l'époque. On a gardé les garderies ouvertes, en particulier pour le personnel du réseau de la santé. Donc, effectivement, on est très conscient que si on a une période plus longue où on ferme les écoles, ça a un impact sur les parents. Très, très conscient de ça. Puis ça a un impact indirect sur les entreprises. Bon. On n'est pas encore rendu à faire une proposition, là, mais certain que si on fait une proposition qui va dans ce sens-là, bien, effectivement, on va essayer de trouver les meilleurs moyens pour limiter les inconvénients pour les parents. Je vous pose la question à tous les deux, M. Legault, M. Arruda, au sujet des services de communication qui ont été payés au Dr Arruda. Je voulais savoir, est-ce que les Québécois, dans une crise comme on la vit à l'heure actuelle, est-ce qu'ils ne veulent pas davantage un directeur national de santé publique, un expert en santé publique, un médecin de santé publique qui n'a pas la langue de bois, qui dit donc les vraies affaires la plupart du temps, qu'un directeur de santé nationale façonné par un spécialiste des communications? Vous me permettez de répondre? Ben oui. Il faut comprendre qu'en pandémie, les communications, c'est un élément hyper important. Quand je m'adresse ici, c'est important que les gens comprennent ce que je dis. Je veux dire, c'est à ma demande, pour avoir du feedback sur comment je communique les choses, que le ministère de la Santé, qui habituellement aussi, quand on n'est pas en situation de crise, nous coach par rapport à la question de comment communiquer le message. C'est pas une communication de fonctionnaire ou de langue de bois, là, je suis tout simplement, mais c'est m'assurer que je donne une bonne prestation en termes de communication comme directeur national de santé publique, comme des directeurs de santé publique par rapport à ça, et d'avoir un regard externe sur ce que je fais actuellement m'aide à mieux communiquer. Merci. Merci. Je vais relayer une question qui a été transmise par texto par Caroline Plante de la presse canadienne sur le même sujet. Monsieur le Premier ministre, que dites-vous aujourd'hui aux contribuables qui devront payer 20 000 $ par mois pour un coach de communication pour le Dr Arruda? Bien, écoutez, moi, j'ai un coach de communication. Le ministre de la Santé a un coach de communication. Le Dr Arruda est très présent avec les médias. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a un coach de communication, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va commencer à avoir la langue de bois, mais c'est une question de bien vulgariser, bien communiquer les informations qu'on a au public. Donc,
c'est tout à fait normal que les personnes qui ont à communiquer avec les journalistes et avec la population aient des coachs de communication. Est-ce le gouvernement ou la santé publique qui a requis les services du coach et qu'est-ce que cela dit sur l'indépendance du directeur national de santé publique? C'est le ministère de la Santé, à ma demande, parce que je voulais avoir du feedback et que l'équipe ministérielle étant hyper surchargée dans d'autres dossiers de la pandémie, j'ai demandé à être supporté de ce côté-là. Ça n'a rien à voir avec c'est à ma direction des communications au ministère de la Santé. Puis vous n'y voyez pas une atteinte à votre indépendance? Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, on a beau avoir fait des communications, il y a toujours moyen de s'améliorer. Hein? Il faut aussi anticiper quelles sont les préoccupations que les gens peuvent avoir et d'avoir un regard externe, c'est aidant pour moi dans ma fonction professionnelle qui doit comprendre des communications à la population. Très bien. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Monsieur Legault, vous avez parlé d'allonger la période de fermeture peut-être des écoles pendant le temps des fêtes, que les principales éclosions venaient des écoles et des entreprises, de l'impact de la fermeture des écoles sur les parents qui travaillent en entreprise. Est-ce qu'on peut penser que fermer les entreprises pendant la même période, ça fait aussi partie des scénarios? Écoutez, justement, un coach de communication suggérerait de ne pas répondre à cette question hypothétique, hein, parce qu'on ne peut pas réfléchir à haute voix. On regarde différents scénarios, puis quand on a pris des décisions, le coach nous dit c'est à ce moment-là qu'on doit communiquer. Donc, si j'écoute bien mon coach, malheureusement, je ne répondrai pas à votre question. Donc, votre coach va être content. Je vous amène un petit peu ailleurs. On comprend que rouvrir les salles à manger de restaurants, c'est pas pour tout de suite, et tout ce qui est sujet à rassemblement. Ce matin, on avait, entre autres, représentant de l'Association des restaurants de Québec ou du Québec qui disait le plan d'aide pour les restaurants, c'est trop lourd. Il dit même aux restaurateurs, badrez-vous pas avec ça, c'est trop compliqué pour l'argent que vous pouvez toucher. Est-ce qu'il y a un problème avec ce plan d'aide-là? Bon. D'abord, quand on demande de l'aide du gouvernement, c'est normal que le gouvernement demande des preuves, le loyer qui est payé, puis des factures. Je comprends que c'est pas nécessairement des gros montants, le loyer d'un restaurant, mais c'est important de demander des factures. Évidemment aussi, on a souhaité que pour les plus petits commerces, ça soit décentralisé dans les MRC. Ça suppose quoi? Ça suppose que les réponses puis les façons de traiter les demandes peuvent être un peu différentes d'une MRC à l'autre. Mais c'est le prix à payer de la décentralisation. Puis, moi, ce que j'aime dans cette décentralisation, c'est que les gens les connaissent, les restaurants, et connaissent les commerces qui ont besoin vraiment d'aide. Donc, moi, j'aime bien cette approche-là décentralisée. Mais, bon, il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, quand on leur demande quels étaient vos revenus dans la dernière année, qui n'ont pas toutes les informations. Bon, c'est normal dans une petite entreprise, mais quand on demande de l'aide, je pense qu'on doit être capable de fournir un minimum d'informations sur son commerce. Question transmise par François Carabin, Métro. Après l'INSPQ, voilà que l'OMS vous recommande de réduire les classes dans les écoles de moitié. Pourquoi ignorez-vous ces recommandations? Bien, c'est que c'est un peu théorique. Si demain matin, on divise les classes en deux, ça prend 2 fois plus de classes. Ça prend 2 fois plus d'enseignants. Puis l'OMS ne nous a pas dit où on trouvait les classes puis où on trouvait les enseignants pour mettre en place cette suggestion. Dans les 7 derniers jours, la Montérégie a enregistré 1045 cas de COVID-19, l'Anaudière 965 et le Saguenay-Lac-Saint-Jean 722. Est-ce que ces régions empêchent les régions adjacentes de Montréal et de la capitale nationale de revenir en zone orange? Oui. Bien, en fait, on a souvent dit, puis on va le répéter, que
On peut regarder Montréal comme une île, mais on a aussi regardé Montréal comme la CMM. Alors, c'est évident que lorsqu'on voit les décisions qu'on a prises, on a vu qu'était la meilleure décision de prendre ce qu'on appelle le Grand Montréal, une grande partie de la CMM pour prendre nos décisions lorsqu'on a décidé de faire certaines mesures. Je pense qu'on va continuer d'obtenir l'opinion de la santé publique par rapport à ça, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait à moins d'opinion contraire de la santé publique, parce que les déplacements de l'île de Montréal sur la rive sud ou sur la rive nord pourraient avoir beaucoup d'impact si on avait des zones d'alerte différentes. Alors, ça a été notre principe depuis le début, puis on va continuer de le regarder comme ça pour être certain qu'on a la bonne opinion de la santé publique. Pour être bien clair, là, je regarde le nombre de nouveaux cas confirmés et le nombre de cas actifs. Puis si on enlevait la Nodière et Montérégie, on garderait la grande région de Montréal dans le rouge. OK. D'accord. Une question envoyée par Louis Tremblay du journal Le Quotidien. Alors, une question adressée à Christian Dubé. Monsieur le ministre, lors de votre passage au Saguenay en début de semaine, les syndicats d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires réclamaient la mise en place de mesures incitatives du gouvernement pour obtenir du renfort en personnel des CIUS et des CIUS où la situation le permet. Depuis, jour après jour, le CIUS doit retirer des dizaines d'employés contaminés ou en contact avec des personnes infectées. Le problème s'amplifie. Est-ce que le ministère a l'intention de venir en aide aux CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, écoutez, je vous répondrai très rapidement qu'on a déjà commencé à aider. C'est pour ça que j'ai mentionné, et je vais le répéter tout à l'heure, que lors de ma rencontre avec la PDG qui est responsable, on lui a dit qu'on lui donnerait toute l'aide nécessaire qui viendrait de l'extérieur, notamment de Québec ou de Chaudière-Appalaches. On a eu ces discussions-là. On les aide du côté non seulement hospitalier, mais du côté des milieux de vie. Puis en plus, qu'on a demandé aux élus locaux de pouvoir travailler avec la communauté pour être capable d'aller chercher des bénévoles qui se sont directement offerts de pouvoir aider, notamment dans les CHSLD aux besoins. Alors, on a, je le répète, je l'ai demandé à la PDG, elle nous a dit que pour le moment, elle avait la situation sous contrôle et que si elle avait besoin d'aide additionnelle, on pourrait l'aider avec des régions environnantes comme la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais. Plusieurs questions ont été posées par correspondance cet après-midi. Alors, CBC. Bonjour, j'aimerais vous parler de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle qui ont demandé qu'on installe des contrôles routiers afin d'empêcher la circulation automobile entre Montréal et leur région. Est-ce que vous l'auriez envisagé? Réponse: non. Nous ne pensons pas que cela soit nécessaire pour l'instant. Oui, on pense que la situation ne nécessite pas de mettre des barrages. Rappelons-nous, on avait mis des barrages au printemps parce qu'il y avait des zones qui étaient très différentes les unes des autres. On avait aussi, à l'époque, fermé les entreprises et les écoles. Actuellement, les entreprises sont ouvertes. Ce serait difficile, avec les entreprises ouvertes, là, de mettre ce genre de mesures. Quand il est question de la relâche scolaire, entre guillemets, Concordia et le Collège de Montréal ont déjà prolongé leur pause des fêtes. Est-ce que vous le recommanderiez à d'autres universités, à des cégeps, voire à des écoles? Réponse: pour l'instant, la plupart de ces collèges et universités offrent des cours en équipe ou en visioconférence. Donc, je ne crois pas que cela change grand-chose si on modifie la durée des vacances, la relâche. Réponse: ou plutôt question, c'est pour offrir une relâche aux enseignants. Réponse: je ne suis pas sûr de comprendre. Question, c'est pour offrir au personnel enseignant une pause prolongée. Réponse: eh bien, ils auront certainement leur pause de Noël, n'est-ce pas? Et du jour de l'an. Question. La presse a mentionné que vous pensiez prolonger la pause de Noël dans les écoles. Vous aviez parlé contre cette idée le mois dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis?
Réponse, rien du tout. Sauf que, pour l'instant, le nombre d'infections est en hausse et la situation est fort préoccupante aux États-Unis comme en Europe. Pour moi, c'est toujours vraiment une solution de dernier recours, mais pour l'instant, nous avons vu une augmentation importante dans les salles de classe qu'il a fallu fermer. C'est pourquoi nous envisageons cette possibilité, mais aucune décision n'a été prise. Question. Monsieur Dubé, tous les indicateurs semblent se diriger dans la mauvaise direction. Nous constatons des augmentations d'infections non seulement dans les régions, mais à Montréal également. À quel point est-ce grave? Réponse. Alors écoutez, nous sommes préoccupés par la situation qui prévaut ailleurs et les augmentations qu'on a constatées, ce n'est pas au même niveau à Montréal qu'on a vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, ou à la Naudière. Mais si nous regardons cela comme tendance, notre décision, c'est d'être un peu dans l'anticipation du comportement de la vague. Donc, quand on voit les chiffres se diriger dans une direction peu souhaitée, il nous faut agir. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple avec le Lac-Saint-Jean. On les a rapidement mis en palier rouge. Ce que le premier ministre a dit bien souvent, c'est que quand on constate ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, cela est comme une alerte de ce qu'on pourrait vivre et de ce qu'il faudrait faire pour empêcher de vivre ces scénarios. Question. Donc, Noël, qu'est-ce qu'on doit espérer pour Noël? Réponse, il est trop tôt pour le dire, madame. Nous voudrions certainement que les familles puissent se réunir pour la période des fêtes. Et nous allons déployer des efforts en ce sens. Nous envisageons également des mesures visant à minimiser le potentiel de propagation de ces rencontres. Peut-être un maximum de personnes présentes dans un même endroit, mais il est trop tôt pour se prononcer. Mais dès qu'une décision sera prise, nous vous la communiquerons. Question. Je crois comprendre que la santé publique n'a pas fait de lien entre la ventilation dans les salles de classe et les taux de propagation. Par contre, avez-vous des plans pour mieux ventiler les salles de classe? Étant donné que l'aérosol est un facteur de propagation? Réponse. Ce que nous voyons, c'est que cela pourrait se passer pas très fréquemment, mais le CDC américain et l'OMS également. Ce que nous faisons depuis quelque temps, c'est d'envisager la ventilation non seulement en lien avec le virus, mais mon ministre m'a demandé d'examiner les nouvelles données, à travailler avec des ingénieurs, voir si nous pourrions aider à améliorer la situation. Mais vous demandiez quant aux fêtes de Noël. Ce qui est important, et je suis convaincu que les gens ne respectent pas toutes les mesures en place maintenant, le masque, l'hygiène des mains, la distanciation. Et c'est cela qui permettrait Noël, donc en famille, adapté, en bonne santé. Alors nous examinons différents scénarios. C'est clair que nous préférons réfléchir plutôt que d'imposer tant de consignes que les gens pourraient se rebeller et faire à leur tête. Je ne veux pas être dans un scénario cauchemardesque, comme ce qu'on constate aux États-Unis. Question. Le gouvernement fédéral a des ententes avec les entreprises afin d'acheter des doses de vaccins. Est-ce que le Québec a des ententes semblables et est-ce que le gouvernement fédéral va offrir des vaccins aux Québécois? Réponse. Il est tout à fait clair que l'entente consentie par le fédéral auprès de Pfizer, les grandes pharmaceutiques, donc 7 fournisseurs, l'entente, c'est entre le Québec et le fédéral aussi.
Nous avons notre participation dans chacune de ces ententes. Donc, les ententes entre le Québec et le fédéral a négocié pour le Canada dans son ensemble auprès des fabricants de vaccins. J'ai un appel conférence avec Justin Trudeau ce soir et les autres premiers ministres des provinces et territoires, et c'est une des questions que j'ai l'intention de poser. Donc, cet après-midi, j'ai une rencontre du Conseil de la Fédération que je préside maintenant avec les premiers ministres des autres provinces. Et ce soir, nous avons un appel conférence avec le premier ministre du Canada. On a une liste de sujets qu'on veut discuter avec le premier ministre du Canada. Évidemment, toute la question de l'augmentation des transferts en santé, parce qu'on doit embaucher de plus en plus de gens actuellement dans le réseau de la santé. Donc, ça prend du financement récurrent qu'on n'a pas eu jusqu'à présent du fédéral, qui a surtout fait des annonces de montants non récurrents. Concernant le vaccin de Pfizer et les autres potentiels vaccins, il y a déjà eu des discussions entre les ministres de la Santé des provinces et du fédéral, mais on veut en savoir un peu plus sur la façon que ça va être déployé dans les provinces. Puis on veut, bien sûr, garder toute la marge de manœuvre pour les façons dont ça va être déployé dans chacune des provinces, c'est-à-dire que chaque province soit responsable de la distribution des vaccins. Puisque le temps le permet, on va accepter d'autres questions en rafale, maximum 5 minutes. Geneviève Lajoie. Je voudrais savoir, outre le scénario du congé 1 mois, est-ce que vous envisagez aussi au lieu de remanier le calendrier scolaire, qui est un peu plus compliqué, de terminer donc comme c'est prévu, mais peut-être au retour de faire 1 ou 2 semaines à distance, de cours à distance pour les élèves? Bien, notre préférence, c'est toujours d'avoir le maximum de cours qui se donnent en présence. On pense que c'est beaucoup plus motivant et c'est meilleur pour les enfants. On ne peut pas penser faire moitié-moitié des classes. Et puis, on pense que pour les plus jeunes, c'est difficile de le faire par vidéo. Mais on avait déjà un plan de prêt cet été au cas où ça devrait être mis en place. Mais pour l'instant, on ne regarde pas ça. Vous avez dit que les prochaines semaines vont être tough pour les Québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut fermer autre chose que les écoles, des commerces, par exemple? À quoi on peut s'attendre, en fait? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, ce qu'on veut, là, c'est qu'il faut réduire les contacts. Donc, il y a déjà des mesures qui sont en place qui, malheureusement, ne sont pas appliquées par tout le monde. Donc, il va falloir s'assurer que les mesures soient appliquées, puis si des amendes doivent être données, qu'elles soient données. Maintenant, est-ce qu'on doit ajouter des mesures? À ce moment-ci, on ne peut pas rien exclure, surtout quand on regarde la situation aux États-Unis et en Europe. Côté. Juste préciser ce qui est envisagé. Est-ce qu'on parle bien des enfants primaires et secondaires? Pourquoi pas juste prolonger les vacances pour les enfants du secondaire et laisser les enfants du primaire à l'école? Ça donnerait une chance aux parents. Mais bon, déjà, le secondaire, il y en a une partie là, qui est déjà à la maison là, pour des cours par visioconférence. Là, donc, ça ne changerait rien d'une certaine façon. Donc, on regarde les plus jeunes, le secondaire 1 et 2, puis le primaire. Valérie Gamache. Est-ce que vous êtes donné un deadline, pas juste dans le temps, mais également en termes de cas? Vous parliez il y a quelques semaines de quand on sera peut-être à 500, 800 cas, dépendamment des hospitalisations. Est-ce qu'il y a un deadline dans le temps, puis en termes de cas que vous êtes fixé? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous disiez aux Québécois là, de monter le sapin ou pas. Là. Bien, qui devrait monter le sapin. Moi, je pense que dans tous les cas, là, ça ferait du bien au moral de tout le monde, monter le sapin. Oui, mais je vais prendre quand même une réponse sur la première partie de ma question, c'est-à-dire, avez-vous un deadline en termes de cas et de temps? Bien, écoutez, c'est pas simple. Il n'y a pas juste un indicateur. Je vous avoue là, que on est agréablement surpris jusqu'à présent de la relative faible augmentation des hospitalisations. Okay? On pensait qu'avec plus de 1000 cas, il y aurait à un moment donné une accumulation, puis il y aurait une plus haute augmentation des hospitalisations. Par contre,
Je ne ferai pas de gageur avec personne sur où on sera avec les hospitalisations la semaine prochaine, là, mais jusqu'à présent, ça va relativement mieux qu'on pensait avec les hospitalisations. Comment ça ira dans la prochaine semaine? Bien là, c'est à voir. Fanny Lévesque. Oui, bien, c'est très bien ce que vous dites parce que ça m'amène à vous poser cette question-là. On a le plateau des cas depuis au moins 6 semaines. Les hospitalisations, ça se maintient aussi, comme vous le dites, mais au niveau des décès, on a une hausse très marquée depuis quelques jours. Et là, depuis une semaine, la moitié des décès sont en CHSLD. Est-ce que vous craignez qu'on revive, même si la situation est moins grande que dans la première vague pour les CHSLD, est-ce que vous avez l'impression qu'on va revivre ou est-ce qu'on va avoir une mortalité plus élevée en CHSLD, encore une fois? Est-ce qu'on va l'échapper au niveau des morts là, cette année, dans la deuxième vague? Avant de passer la parole à Christian, là, peut-être, on est tous les deux comptables, fait que peut-être qu'on va dire la même chose. Là. Quand vous regardez la moyenne des décès depuis une semaine, depuis 7 jours, c'est 23, OK? Dont 11 dans les CHSLD. Donc, vous avez raison. Si on regarde la moyenne 7 jours, au printemps, on avait par jour 128 décès, dont 89 dans les CHSLD. Donc, ça veut dire que la moyenne de décès par jour, dans les CHSLD est passée de 89 à 11. C'est beaucoup, 11, mais c'est beaucoup moins que 89. C'est moins que la première vague. Ouais. Je veux dire, c'est des décès quand même. Et là, ça rentre dans les CHSLD. Même si on en a moins qu'au printemps, oui. On va en avoir trop. Là. Mais est-ce que ça vous inquiète là, que ça rentre dans les CHSLD et que ce sont les gens des CHSLD qui meurent? Bien, écoutez, chaque décès m'inquiète, là. Mais c'est certain qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'au printemps. Quand j'entends des gens dire « ça ressemble au printemps », bien, au printemps, on avait 89 décès par jour dans les CHSLD. Là, on en a 11. Donc, il y a quand même toute une différence. 11, c'est trop. Bon, maintenant, on fait du travail, puis le ministre de la Santé va compléter ma réponse. Dernière question, Olivier Bossé. Ah non, il va compléter. Oh, pardon, okay, c'est bon. C'est bon. Ben, écoutez, je pense que je l'ai dit plusieurs fois depuis une semaine. C'est sûr que dans mon travail, notamment de répéter les règles de protection et contrôle des infections, c'est ce que nous avons, pour ça qu'on a refait la mise au point avec nos PDG cette semaine au début. Je leur ai demandé si on avait besoin de mettre à jour certains endroits, parce que je pense que l'essentiel, je le dis souvent, mais sur 400 CHSLD, on en a 11 où la situation est difficile. Alors donc, ça vous donne quand même, non seulement en termes de décès, mais en termes d'endroits où on a eu des difficultés que je jugerais importantes. Alors là, ce qu'il faut, c'est encore une fois resserrer les mesures de prévention et de contrôle. C'est ce qu'on a fait cette semaine, puis on va continuer de pousser là-dessus parce que c'est d'empêcher qu'il rentre, le virus. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment dans l'ensemble de nos CHSLD. Olivier Bossé? Peut-être. La question est facile, la réponse, évidemment, elle ne l'est pas. Après tout ce qu'on a dit, sauver Noël, les prochaines semaines vont être tough. On ne peut pas penser qu'entre le 23 novembre et le 23 décembre, les mesures vont être relâchées. Ça peut juste être égal ou plus serré encore. Écoutez, encore là, on a dit qu'on ferait le point après 2 semaines, ce qu'on a fait cette semaine. On va faire le point dans 2 semaines. Je l'ai déjà dit, moi, ce que j'aimerais... Je pense entre autres aux étudiants, là, les étudiants qui sont au collégial puis à l'université puis qui n'ont pas vu leurs amis puis qui n'ont pas le droit de les voir. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que dans les maisons, on est capable de donner un petit peu plus de possibilités? On va regarder ça, mais il est trop tôt. Il est trop tôt là, pour le dire. Puis ça ne se ferait pas avant le 23. Mais ce que j'aimerais dire, c'est... Juste ajouter aujourd'hui. Là. La prévisibilité, vous aimez ça. Mais pour les 2 prochaines semaines, je pense que si on a besoin, pas d'ajouter des mesures en ce moment, mais de suivre celles qui sont là. Moi, je vous le dis, là, on a besoin de redonner un coup dans les 2 prochaines semaines pour se créer cette marge de manœuvre, de suivre, on le dit, là, si on suit les mesures actuelles, on l'a vu, Québec a été capable de baisser ses cas. Et ça, c'est parce qu'on a suivi les mesures, mais il faut faire encore mieux. Et si chaque région
fait le même effort qui a été fait dans la région de Québec au cours des dernières semaines, moi, je pense qu'on peut le voir dans 2 semaines, qu'on aura à discuter qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il faut créer cette marge de manœuvre-là et c'est une responsabilité partagée. Chacun doit se regarder dans le miroir puis dire, est-ce que je peux faire cet effort-là pour m'assurer que je restreins mes contacts? Et c'est avec ce message-là qu'on aimerait vous laisser aujourd'hui. Très bien. C'est ce qui m'a fait un point de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, François Legault, Christian Dubé et son directeur de la Santé publique nationale, Horacio Arruda, mettent fin à ce point de presse dans lequel il a beaucoup été question de Noël. Et en gros, le gouvernement planche sur plusieurs hypothèses, notamment une hypothèse selon laquelle les élèves du primaire et du secondaire pourraient avoir des vacances prolongées, des vacances de Noël. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est pas pour leur permettre de jouer plus dehors, c'est pour éviter la propagation du virus. Le raisonnement du gouvernement est le suivant, de dire qu'il faudrait une période d'isolement volontaire avant les fêtes, avant Noël, une période de rassemblement pendant Noël, 2-3 jours peut-être, avec des rassemblements familiaux restreints. Ensuite, une période d'isolement avant le jour de l'an. 2-3 jours de fête pour le jour de l'an avec des rassemblements familiaux restreints. Et par la suite, une nouvelle période un peu d'isolement avant de retourner à l'école. D'où le scénario d'1 mois, peut-être, de vacances pour les élèves du primaire et du secondaire, pour éviter que lorsqu'ils reviennent à l'école, ils puissent propager la maladie, puis qu'on se soit assuré qu'il y a eu cette période de décompression pendant laquelle on monitore les symptômes et on voit si on a ou non la maladie. Il serait irresponsable, selon M. Legault, de ne pas envisager un tel scénario dans le contexte actuel où le nombre de cas est toujours en augmentation, près de 1400 cas aujourd'hui au Québec, 42 décès. Donc la situation est relativement stable, autour de 1200, 1300, 1400 cas, mais c'est certainement pas la situation idéale. Il va, M. Legault, ce qu'il nous dit, négocier avec les syndicats pour peut-être prolonger l'année scolaire au-delà de la Saint-Jean-Baptiste, au-delà du 24 juin, fin juin, début juillet aussi, pour rattraper peut-être le temps qui aura été perdu avec les enfants qui auront été en congé pendant 1 mois à la période des fêtes. Pour ce qui est de la ventilation dans les écoles, l'aération des classes, alors qu'on s'en va vers les mois les plus froids, actuellement, le gouvernement dit ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes. Il n'y a pas de problème de ventilation dans les écoles en lien avec la COVID. C'est ce que nous dit le premier ministre François Legault, mais il demande quand même une analyse, une nouvelle analyse, une évaluation de ça pour voir si la santé publique va faire des recommandations sur l'achat de purificateurs d'air, de ventilateurs notamment, pour s'assurer que l'aération des classes dans les écoles est bonne. Réduire la grosseur des classes, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, M. Legault dit, si on réduit de moitié la grosseur des classes, il faut trouver 2 fois plus de locaux, 2 fois plus de profs. En tout respect, c'est pas ça que les gens qui sont dans le domaine disent. Ils disent, c'est possible d'avoir la moitié d'une classe en classe et l'autre moitié à distance pour suivre le même cours, mais ça prend la technologie nécessaire. Pas besoin de plus de locaux, pas besoin de plus de professeurs ou d'enseignants. C'est possible, mais il faut avoir la technologie nécessaire et maîtriser cette technologie. Alors, voilà pour le point de presse de M. Legault aujourd'hui. Dans un instant, ce sera la mise à jour économique du gouvernement du Québec. On se retrouve après cette pause et on se retrouve demain pour les Mordus Midi.